Lucas. Ouais, j'avais 2 ans. Il y a un mot qui meurt. Mon Lucas, c'est dans le sang, c'est dans le cœur. C'est même il y a 10 ans, 15 ans, il est là toujours avec nous. Il n'y a pas eu de justice à mes yeux. Pour moi, je n'ai pas eu de vengeance là pour lui. Bonjour Maxime Jean-Baptiste, vous êtes au FIFIB aujourd'hui pour votre premier film, Kutewa, Listen the Voices, en compétition long métrage. Est-ce que ça va déjà ? Oui, ça va très bien. Là, c'est le dernier jour que je passe au festival. Je suis arrivé avant-hier, mais il y a une super ambiance. Le film a été bien reçu. C'est la première française. Et donc pour le film, c'était assez important parce que ça parle de la France indirectement. Mais on est en Guyane, mais ça parle beaucoup de la France. Donc pour moi, c'était important. Il y a eu des très bons retours, des questions étonnantes que je ne m'attendais pas du tout. Et ça va. Bah justement, par rapport à la Guyane, je voulais un peu revenir d'abord sur le contexte de création du film. Pourquoi revenir notamment sur l'événement qui débute un petit peu la trame du métrage, le meurtre d'un DJ ? En fait, c'est un sujet qui a marqué beaucoup la Guyane en fait, en 2012. Il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de réunions, d'associations qui sont même créées en fait, autour de ça, parce que c'était un événement de trop, on va dire, au sens où il était jeune, Lucas, du coup le DJ. Il avait 18 ans et du coup ça a marqué vraiment parce que voilà, c'est des histoires qu'on entendait beaucoup en fait, des jeunes garçons de cet âge-là qui meurent de cette manière en fait à travers des règlements de compte entre garçons. Et voilà, et donc l'autre aspect c'est aussi que c'est mon cousin, donc j'ai un rapport assez direct avec lui. Mais je me suis toujours dit qu'il fallait à la fois faire quelque chose par rapport à cette histoire qui a marqué la Guyane, mais aussi par rapport à ma famille, mais plus largement aussi parce que cette histoire c'est une forme de tragédie. Et donc j'y voyais quelque chose aussi de cinématographique au sens où il y a une narration en fait qui est potentielle avec ça, et c'est pas juste un fait divers. Mais ça m'a mis du temps, donc presque 5-6 ans à pouvoir vraiment le faire quoi. Et du coup, vous avez ressenti vite le potentiel esthétique, notamment sur l'aspect familial, puisque vous filmez en partie votre famille durant l'intégralité du film. Ouais, c'est ça en fait. Je voulais vraiment qu'on plonge vraiment dans le quotidien de cette famille. Et c'est la mienne, mais en même temps, moi je suis né en France, j'ai grandi dans une autre culture, donc je reste un étranger là-bas en fait. Même si maintenant je suis de plus en plus proche. Donc ça m'a mis du temps en fait à atteindre cette intimité, mais elle était facile parce que voilà, c'est ma tante, c'est mon petit cousin. Et je voulais vraiment qu'on ressente le temps passé et que toute l'histoire ne soit pas forcément que liée à ce meurtre, même s'il a brisé ces personnes, mais que d'abord on soit en relation avec eux en tant que spectateur. C'était vraiment important pour moi. Bah justement, par rapport à ces personnages, comment est-ce que vous avez choisi entre guillemets ces acteurs, parce qu'il y a un lien, une frontière un peu indicible entre la fiction et le documentaire dans votre film. Par rapport à la préparation de ce tournage, justement, comment est-ce que vous avez envisagé de filmer du coup votre tante, votre cousin ? Ouais, c'était ça a mis quand même pas mal de temps d'être sûr en fait qu'ils veulent en fait jouer leur propre rôle. Et au début, c'est vrai qu'on était plus dans un enregistrement purement documentaire. Et moi, j'étais même en personnage, je disais des choses, je racontais même mon histoire en fait en discussion avec eux. Donc c'était vraiment voilà, comme ça, mais progressivement on s'est dit il y a quelque chose, comme je disais, il y a une tragédie qui se dessine là-dedans. Comment on pourrait vraiment créer quelque chose du coup de quasiment de fictionnel en fait avec ça, aussi pour créer une distance pour les personnages eux-mêmes, en se disant vous avez une possibilité d'interpréter qui vous êtes, cette histoire, et qu'on n'est pas juste dans la réalité pure. Et mais ça a mis du temps. Et franchement, c'était pas facile parce que quand on travaille avec des acteurs professionnels, ils ont cette force de pouvoir rejouer facilement, d'aller trouver l'émotion qu'on essaye d'avoir, qu'on veut absolument. Là, faut être patient.
C'est-à-dire qu'il y a des moments qui arrivent, il faut les capter, et on peut pas toujours reprendre. Il y a des choses qu'on peut reprendre et il y a d'autres. C'est one shot, pas plus. Donc c'est un travail vraiment très, très lent d'écoute et de patience. Justement, du coup, vous avez entre guillemets 3 personnages principaux dans votre film. Ouais. C'est quelque chose qui s'est choisi dès le début ou après, pendant le tournage? Alors c'était vraiment, on a eu un premier tournage où on était très centré sur Yannick, le personnage du meilleur ami qui a vécu de près le meurtre, et Nicole, puisque c'est la mère. Donc on était très liés à ces 2 personnages, en ayant Yannick vraiment comme personnage principal. Et en fait, durant ce tournage, Melrick il s'est faufilé dans certaines prises, et il nous regardait faire, et puis il était curieux de cette histoire, parce que c'est aussi son histoire. Et là, je me suis dit, en commençant à le filmer, il avait un truc très très fort. Comme un acteur, en fait, qui a jamais pris des cours, mais qui déjà est très à l'aise à la caméra, beaucoup de charisme, c'est super bien parlé, très 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 intelligent. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à construire avec lui. Et c'est comme ça que le deuxième tournage qu'on a fait, qui est vraiment... La plupart des images du film là, que vous voyez, c'est lié à ce tournage. On l'a mis tout au centre Melrick. Et voilà, il a vraiment... Il crève l'écran. Ouais, c'est ça. Vraiment, en tout cas, il m'a impressionné. T'habites où en France? Astin. Hein? Astin. Ah ouais, ça se passe comment en France? C'est normal. C'est normal. C'est comme en Guyane? Non. Il y a une différence. Oui. Quelle différence? C'est nul. Ah ouais. Mais là-bas, il fait froid, pas comme ici. Ouais, il y a trop de saisons. Les saisons, ils sont pas stables. Des fois, il peut faire froid, il y a de la grêle, il y a du soleil, il y a de la pluie. Mais quoi? Grêle, soleil, Oui, neige. des fois, quand il fait froid, il y a de la neige, il y a de la grêle. Des fois, il fait beau. Ensuite, 2 minutes après, il pleut. Oh, mais Eric, passe ton pas tout vite fait. Attends. Regarde, mon papa, il m'a envoyé quoi comme paire de chaussures? Elle est belle. Oh! Ah ouais, Romain. Nouvelle contrefaçon, doigt d'eau. Voilà les gars, je vais Buzy. prendre une photo, les gars, voilà. Attends. Wow! C'est cette paire-là. Regarde-nous. Adidas. Adidas, Nike. Ça, c'est les chaussures de Wiley, les gars. Regarde-nous. Wiley, regarde tes chaussures, lis ça. Et du coup, il y a eu un gros travail de montage, j'imagine, pour, on va dire, plus le mettre en avant, ou au contraire, peut-être faire disparaître d'autres personnages qui étaient un peu plus superflus. Oui, c'est ça. C'était un travail. Alors, au tournage, le dernier tournage, on savait qu'il était vraiment au centre, mais on se laissait des portes en se disant il peut se passer des choses parce que on est on veut avoir un résultat, on veut être dans une fiction, mais on est ouvert aux surprises. Au quotidien, s'il se passe un truc, il faut qu'on y aille. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ça je l'ai pas dit, mais en fait, ce dernier tournage, on l'a fait juste après que Naël, il y a un an, s'était fait tuer à Paris et par des policiers. Et ça avait beaucoup marqué Melrick parce que lui vient de Stein et il y a eu beaucoup des émeutes. Ça a été très fort. Et du coup, il était chargé. On tournait quelques jours après. Donc, il était vraiment très chargé de ce truc. Et à Montlucas où on tourne, c'est pareil. Les jeunes ont été marqués par Naël. Et il y a eu une voiture qui s'est brûlée. Enfin, il y avait pas mal de trucs. Mais ça, c'est pas du tout dans le film. Mais les gens sont quand même chargés de ça. Donc, on essayait de dealer avec ce qui se passait. Avec le quotidien En tout cas, on sent quand même qu'il y a un héritage dans la violence, que ce soit par rapport là on va dire à l'événement déclencheur entre guillemets du film, ou même à celle qui continue de persister autant en Guyane qu'en France. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est ça. Pour continuer, pour parler un peu plus de mise en scène, vous avez un dispositif qui est entièrement fictionnel. Il n'y a pas par exemple de plan reportage. On va mettre en avant la personne, son nom, expliquer face cam. C'est un choix qui s'est fait aussi directement, ou au contraire c'est partie des portes que vous vous êtes laissé au cas où dans le montage? Nous, on voulait vraiment avoir un résultat de fiction, donc en fait on a travaillé avec des références de films de fiction beaucoup, à l'écriture avec Audrey, ma sœur,
Je vous dis les références. En fin de compte, mes références viennent plus de la fiction. Donc, j'adore Apichat Pongwara, c'est cool, par exemple. Il y a une manière de filmer le temps, l'espace, le quotidien. Aussi, Félicité de Alain Gomis, c'était une grande référence pour le traitement de la musique, du personnage principal qui est aussi très naturel, la femme Félicité, et ces phases bleues de rêve qui nous ont aussi inspirés pour le film. Donc on avait quelque chose comme ça, un univers un peu fantasmagorique, Atlantique, Moonlight, voilà, on avait toutes ces références en fait en tête pour filmer aussi ce qu'on voulait faire. Mais en même temps, on se disait on peut pas être dans une pure fiction parce que ça ne marche pas avec les personnages, avec ce qu'ils vivent. On peut pas les enfermer dans des personnages. Du coup, on était aussi très inspiré par le travail de Roberto Minervini, qui est un documentariste, qui travaille aussi un peu avec de la fiction et qui laisse des portes ouvertes à l'impro, et donc faut qu'on ait une équipe. Donc on a une équipe assez légère, parce qu'elle est toujours prête aussi à suivre des trucs qui se passent. Mais on avait quand même une trame très, très fictionnelle. On a travaillé avec du coup Arthur, le chef opérateur, avec ces références-là, et on voulait que ce soit toujours très proche. On voulait être très proche des personnages, et comme tu disais, au début, il y avait des idées de faire des choses plus explicatives, plus didactiques, et donc peut-être plus documentaire, reportage, mais très vite, on a tout enlevé. Ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs, c'est marrant que vous parliez d'Atlantique, parce que un peu comme le film de Mathis Diop, et comme c'est un peu en ce moment Fifi le thème principal, c'est un film qui parle de fantômes aussi. Oui, absolument. C'est un super thème, effectivement, c'est très fort dans Atlantique. Ouais, bien sûr. En fait, le personnage de Yannick, il a quelque chose de très spectral. C'est un grand garçon comme ça, mais qui a été bloqué dans cette nuit. Et ça, c'est un truc aussi de forme de sidération, et du coup, il y a cette impression qu'il est bloqué dans cette nuit et qu'il vit avec des fantômes constamment. Et donc on voulait donner à ce film cet aspect aussi, dans les rêves, quelque chose de très fantasmagorique. Moi, c'est marrant, il y a un cinéaste auquel j'ai pensé directement en voyant votre film et que vous n'avez pas cité, c'est Terrence Malick, notamment dans l'idée déjà de prendre des instants du réel d'improvisation et les insérer dans un contexte de fiction, et surtout sur la question aussi plus de la grâce de la foi. Qui transparaît aussi beaucoup dans votre film, avec notamment une discussion très importante sur le pardon qui apparaît et qui est pour moi la scène la plus forte du film. Non, absolument, oui. J'aime beaucoup Terrence Malick, surtout ses premiers films. La balade sauvage, La moisson du ciel, ça c'est des films assez incroyables, étonnants dans le paysage américain de cette époque, avec toute la clique Coppola, Scorsese et les autres. Je trouve qu'il se détache, il a une forme de sensibilité, une forme de douceur, même si c'est des histoires très dures. La balade sauvage, c'est une histoire très dure, et Les moissons du ciel aussi. Mais il a une manière de filmer les gens, les corps et les paysages qui est extrêmement douce et évidemment chargée d'une foi très, très, très claire. Jusqu'à ses derniers films. Oui, absolument, la foi, elle est là aussi dans le film, très clairement. Et c'est vrai que la voiture, c'est une scène particulière parce qu'elle est très longue déjà. C'est la scène la plus longue. Là où avant, on était dans une espèce de jeu de temporalité entre il y a plusieurs temps qui s'enchaînent. Et là, c'est une forme de présent direct. Et c'est vrai que son histoire... Et en chant contre chant. Et en chant contre chant aussi, c'est vrai. Du coup, c'est vrai que c'est limite très classique. La mise en scène est un peu... tout va à l'essentiel, on va dire. C'est vrai, et ça se joue à deux... chant contre chant. Et aussi, on a le regard aussi de Melrick à l'extérieur. Donc, il y a ces trois modalités. Effectivement, la foi joue beaucoup de choses parce qu'elle a sauvé quelque part aussi Nicole. Mais c'est une foi particulière. Elle est liée évidemment au catholicisme, mais c'est comme si c'était encore plus que seulement les codes de la religion catholique. C'est plus le fait que ça
En fait, c'est le fait de croire qui fait que je peux me sauver. Donc il y a quelque chose de très pur, et j'adore James Baldwin, il en parle aussi très très bien. La manière dont il parle de la foi, j'adore parce qu'il est très critique aussi par rapport à l'histoire du catholicisme. Des missions qui ont été faites sur le continent américain comme africain et qui sont extrêmement violentes en fait, la manière d'imposer une religion, mais il parle de quelque chose de très pur. Contrebasse en place, les cuves à côté et les basses, rapprochez-vous. Prends courageux, Mossa, prends courageux. Prends courageux, Mossa, nana, prends courageux. Peut-être une dernière question, parce que justement sur la question de cette narration, pas forcément tout en chronologique, on a vraiment le sentiment d'être en pleine vacances, avec un côté voilà, un peu nébuleux, épuré. Et par rapport du coup au montage, il y a une vraie efficacité qui ressort de votre film, qui est assez court, il dure moins d'1h20 de souvenir. Combien est-ce que vous avez eu de rush? Est-ce que on va dire le montage a été une phase particulièrement, on va dire, longue et chargée? Ouais, c'était très très dur. J'ai travaillé avec Clio Gong, qui est une super monteuse belge, d'origine chinoise et qui a beaucoup travaillé aussi avec Wang Bing, ses 2 derniers films. Là pour le coup c'était évidemment une épreuve, puisqu'il y avait 2000 heures de rush, et en fait elle sortait de ce montage. Elle allait avec moi, donc elle m'en parlait beaucoup. Elle avait aussi travaillé sur Félicité, mais vraiment quand elle commençait le montage. Donc elle avait vraiment une grande expérience. Et en fait ce montage était particulier parce que il y avait vraiment ce truc de temporalité, les archives, plusieurs tournages, et puis il y avait des choses qui parfois, vu qu'on avait des prises très très longues, parfois ça partait vraiment dans d'autres sujets. Donc il fallait vraiment faire tout un travail de dérush et de savoir qu'est-ce qui était vraiment l'essentiel, sans jamais quitter le fil rouge qui était cette histoire du meurtre. Mais on voulait se permettre quand même des espaces de quotidien. Des petites bulles. Des bulles, comme tu dis. Comme là, le passage où il joue aux jeux vidéo avec ses potes, Voilà, par exemple. c'est ça. Ça donne aussi un peu de chair au film, parce qu'on sent encore une fois vraiment le côté vacances, la réalité, le quotidien de ces personnes-là. C'est Même ça. les scènes où il fait du tambour, Ouais, pas forcément liées comme ça, mais évidemment qu'on rapproche, ne serait-ce que sur la question de la musique, comment est-ce qu'elle elle crée une culture en Guyane. Du moins c'est ce que j'ai ressenti, mais Ouais, bien sûr. en tout cas vous êtes bien entouré je trouve, et on sent le résultat à l'écran. Merci. Donc voilà, peut-être un petit mot pour finir. Je crois que le film n'a pas encore de date de sortie, mais vous envisagez un distributeur ou c'est encore un peu compliqué? Justement, on est là un peu pour rencontrer des gens. C'est la première française du coup. Il y a quelques personnes, je sais, mais on n'a pas eu encore de réponse positive. Pour l'instant, c'est en cours. On a un distributeur belge, par contre, qui va faire la sortie aussi aux Pays-Bas et à Luxembourg et en Belgique. Donc ça, c'est bon, mais ouais, en France, il nous faudrait vraiment un distributeur, c'est important. Après, c'est un film particulier qui fait un peu peur aux distributeurs, justement, parce que Il est assez mal vendable. il n'est pas forcément très facilement vendable. C'est ni un documentaire pur, ni une pure fiction. C'est un peu expérimental sur certains aspects. Voilà, c'est pas facile, quoi. Mais je pense qu'il faut que ce film, comme plein d'autres films de ce type-là, qui parlent de certains territoires, doivent être vus dans leur forme aussi, parce que c'est vrai que, Félicité, il a été très bien accompagné. Mais il y a plein de films comme ça, de ce type-là, qui disparaissent, et je trouve ça assez triste. J'ai plein d'exemples en tête. Mais on va se battre. Super, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Merci. Du coup, encore bravo pour ce premier long. Et peut-être une prochaine fois. Voilà. Ouais, on espère. Bonne fin de festival, au revoir. Merci.
pardonner. C'est quoi le pardon? Comment faire?